Bonjour! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Plutôt que de simplement définir ce qu'est la justice, on va plonger dans son architecture cachée. Une structure qui s'est construite au fil des siècles et qui, on va le voir, a peut-être une faille assez importante dans sa version moderne. C'est la grande question, n'est-ce pas? Une question qui traverse le temps. Mais et si, pour trouver une bonne réponse pour notre époque, il fallait d'abord accepter qu'il nous manque une pièce essentielle du puzzle? C'est en allant voir ce que le passé a répondu qu'on découvrira peut-être ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Notre voyage commence donc ici. Il faut bien comprendre que la justice, ce n'est pas une idée qui est apparue comme ça, d'un seul coup. C'est un peu comme un immense édifice qu'on a construit, démoli, reconstruit pendant plus de 25 siècles, et chaque époque y a laissé sa marque. Regardez un peu cette frise. L'évolution est radicale. On part des Babyloniens, pour qui la justice était surtout une loi divine pour stopper les vengeances sans fin, simple, efficace. Puis, on arrive chez les Grecs. Et là, tout change. Ça devient une quête d'harmonie, de vertu. C'est beaucoup plus philosophique. Les Romains, eux, apportent l'idée d'une loi naturelle qui s'appliquerait à tout le monde. Et après, un grand saut jusqu'aux Lumières, où la justice devient la gardienne de nos droits individuels. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, le concept a explosé. On parle de justice pour la planète, pour les générations futures. C'est une expansion absolument vertigineuse. Oui, mais, et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, la source de cette explication soutient que dans cette longue et belle évolution, notre monde moderne a laissé tomber quelque chose en cours de route, quelque chose de crucial. On est devenus des experts de la sécurité, du confort, de la gestion du risque. En fait, on a fait un échange. On a troqué une vision du monde un peu tragique, qui incluait des notions comme le destin ou le sacrifice, contre une obsession de la survie, de la durée. Et le problème, c'est que dans cet échange, on a perdu les mots, le langage même, pour comprendre ce qui, avant, donnait un sens profond à l'existence. Cette balance illustre ça parfaitement. D'un côté, il y a les valeurs tragiques, le destin, le sacrifice, l'honneur, des concepts qui ancrent la vie dans quelque chose de plus grand qu'elle. Et de l'autre côté, nos valeurs à nous, la sécurité, le confort, la gestion du risque, une quête pour tout maîtriser, pour vivre le plus longtemps possible. Ce n'est pas juste un petit changement de priorité, c'est un vrai changement de système d'exploitation pour toute notre civilisation. Et c'est précisément là que se trouve notre angle mort. Pour vraiment nous faire sentir cet angle mort, la source propose une expérience de pensée assez percutante. Elle utilise les attentats du 11 septembre. Mais attention, pas en tant qu'événement politique, non. On va le regarder comme un pur problème philosophique. Ce que l'analyse suggère, c'est que notre réflexe immédiat face à de tels actes, c'est de les qualifier de folie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous manque le cadre de pensée pour comprendre une vision du monde où la vie, en soi, n'est pas la valeur suprême absolue. Et pour nous aider à sortir de notre propre cadre, la source va chercher un vieux concept de la Grèce antique, deinon. C'est ce qui est à la fois horrible et sublime, terrifiant et splendide. L'idée, c'est d'essayer de regarder cet acte non pas avec nos yeux moraux de tous les jours, mais un peu comme on observerait une éruption volcanique, un déploiement de volonté pure, terrifiante, qui échappe complètement à nos catégories habituelles de bien et de mal. Le point crucial, ce n'est donc pas de comprendre les terroristes. Le but est de nous comprendre nous-mêmes à travers notre propre incapacité à penser cet événement autrement. L'expérience de pensée fonctionne en fait comme un miroir. Et ce miroir nous renvoie à cette question fondamentale. Que se passe-t-il quand une civilisation choisit de durer plutôt que de signifier? Alors, une fois ce diagnostic posé, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle, bien sûr. C'est plutôt d'enrichir notre conception de la justice, de lui bâtir une nouvelle architecture plus complète, une justice qui aurait ce qu'on pourrait appeler une maturité tragique, ce qui nous manque justement. Et voici le plan de cette nouvelle architecture. Elle repose sur 4 piliers. D'abord, la cohésion. C'est la justice qui punit fermement pour réaffirmer les limites, mais sans tomber dans la vengeance. Ensuite, l'équité. Là, on va plus loin. On répare les dégâts, bien sûr, mais on s'attaque surtout aux injustices profondes qui les ont peut-être causées. Troisième axe, absolument crucial, le lien. L'objectif, c'est de guérir le tissu social, de retisser les relations humaines. Et enfin, le 4e pilier, l'avenir. Là, on lève les yeux et on intègre notre responsabilité envers la planète et les générations qui ne sont pas encore là. C'est une vision totale, qui ne se contente pas de punir, mais qui cherche à réparer, à guérir et à construire. Et toute cette nouvelle architecture de la justice, elle sert de fondation à un projet de société, un modèle visionnaire que la source nomme la Cité nouvelle. Alors, cette cité nouvelle, elle repose sur des principes très forts. Une justice claire, pas un labyrinthe technique. Un refus de la guerre comme instrument politique. Un pouvoir partagé qu'on peut remettre en question.
La Terre considérée comme un bien commun inviolable, et surtout un principe essentiel de limite pour dire non à l'excès. Ce n'est pas une utopie lointaine, c'est un plan pour une société lucide, résiliente, une société qui ose regarder en face les vérités, même difficiles, de la condition humaine. Au final, ce modèle représente un changement de perspective vraiment profond. On passerait d'un système de justice obsédé par la procédure, par les règles, à un système qui serait centré sur la recherche de vérité et de sens. Et nous voilà revenus à notre point de départ, à la question que posait l'analyse au tout début. Que révèle sur nous-mêmes le fait qu'on ne cherche plus comprendre de tels gestes de sacrifice absolu? La réponse, finalement, en dit peut-être bien plus sur qui nous sommes devenus que sur l'histoire elle-même.